Bonjour mes amis, voilà, nous sommes le 19 septembre 2016, je crois pas, ne pas dire de bêtises, et c'est un nouvel épisode de Blur is the New Black, le flou et la nouvelle tendance, auquel je vous invite maintenant, une réflexion philosophique ensemble. On va discuter d'un thème, le thème c'est la violence, un thème sous-exploité en philosophie, et j'aimerais vraiment qu'il y ait un dialogue avec vous. Vous pouvez bien sûr écrire les commentaires, je vais les lire, les prendre en compte autant que faire se peut, et on va tisser comme ça, au fur et à mesure, un dialogue, une réflexion comme ça en commun. Ça dure environ une demi-heure, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Donc voilà, partagez à vos amis, et on peut commencer dès maintenant. Je m'interrogeais sur la notion de violence. Je trouve que peut-être que c'est la vie dans les grandes villes, peut-être que c'est la vie avec des rythmes différents. Je trouve que on est assailli par la violence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est dans une société non seulement violente, mais on l'éprouve au quotidien, euh, dans nos vies personnelles, dans nos vies intimes, dans nos vies au travail, dans nos vies médiatiques, dans tout ce que l'on voit des médias, toute cette information. Alors, on est écrasé par la violence, alors je ne sais pas quel est le verbe pour qualifier majoritairement l'effet que la violence a sur nous personnellement. J'aimerais que chacun d'entre vous, vous êtes déjà 15, dites-moi bonjour, faites-moi signe, que je puisse voir à qui j'ai affaire. Salut Hakim, j'étais en train d'écouter la violence, voilà, de Trump à l'ONU. Super Hakim, merci pour ce premier message. Tu ouvres la discussion philosophique, hein. Donc voilà, vous êtes. Ah non, oui, voilà, vous êtes là. Bonjour Racha ou Racha, je ne sais pas comment on prononce ton nom. Pendant que je partage, j'aimerais que vous trouviez le verbe qui, pour vous, qualifie votre rapport à la violence. Est-ce que la violence vous écrase? Salut Iran, salut à Alger. Est-ce que la violence vous écrase? Est-ce que la violence vous frappe? Est-ce que la violence vous heurte? Est-ce que la violence... Voilà, trouvez-moi le verbe qui pour vous, salut Sab, qui pour vous caractérise le plus la violence. Quel serait, Jean-Michel, salut, quel serait ce verbe-là? Pour ma part, je ne sais pas trop quel serait ce verbe. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression que la violence me... Je dirais quoi? Euh, la violence me... La violence me détruit, me dévaste, me hante, François. La violence anéantit. C'est une négation, Elsa. Ouais, très intéressant. Ah, ça, c'est très intéressant. Me hante. Alors, dans me hante, il y a l'idée de persistance. Et ça, c'est tout à fait vrai, François. Je le sens. Ça anéantit, ça réduit, ça nie. Il y a une puissance de négation, me déstabilise. C'est aussi très bon. Ça me semble aussi très, très bon. C'est bien. C'est une bonne méthode, je trouve, pour essayer de réfléchir à un sujet parce que c'est une méthode très active et très corporelle, très sensorielle, me sidère, tétanise, oui, tout à fait. Donc vous voyez avec votre verbe, celui que vous choisissez m'intimide, voilà. Et ben vous voyez tout votre rapport au monde qui se dessine. Moi, c'était me dévaste, un truc de dévastation, je dirais, il n'y a plus rien qui repousse, quoi. La violence, ça brise les liens, ça brise des choses très intimes. Mais quand tu files, tu dis ça m'intimide. Du coup, tu réfléchis la violence par rapport à ton envie d'aller au-devant ou pas, ta réserve personnelle, ton inhibition. Donc c'est intéressant, c'est en termes d'extraversion, d'introversion aussi que ça se situe pour toi. Quand Michel, tu dis me chagrine, on voit que tu es passive par rapport à la violence et on voit que c'est l'idée d'un espoir qui n'est pas, validé par l'autre. Et donc il y a l'idée d'une attente et que ça te chagrine. Donc voilà, quand Jean-Michel, tu dis c'est insupportable, voilà, il y a l'idée de colère, il y a une notion de colère dans ce que tu dis. C'est insupportable, il y a l'idée de faire face, il y a l'idée de devoir affronter. Me détruit, Phil, aussi, tu me rejoins là-dessus. Donc vous voyez bien dans tout ce que vous avez dit, et merci à vous de participer comme ça, intensément tout de suite, c'est bien. Amenez vos amis dans la discussion, n'hésitez pas à les amener. Vous voyez bien que en fait c'est catastrophique, parce que tous les verbes qu'on vient de dire
Ce sont des verbes qui font que la vie nous pèse, la vie est dure. Chacun de nous l'exprime, dit, alors je ne sais pas comment prononcer ton nom, Abdelati, chacun de nous l'exprime selon sa sensibilité auditive, visuelle, kinesthésique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et la question, c'est maintenant, quel serait pour vous le rêve le plus lointain, le verbe le plus lointain? Qu'est-ce qui, dans tous les verbes qu'on vient de dire, alors si vous parlez arabe, les amis, je ne vais pas m'en sortir, ou alors quelqu'un aura l'amabilité de traduire, peut-être que ça, c'est votre façon de dialoguer, j'espère que ce n'est pas l'incivilité à l'union dans la rue. Donc n'hésitez pas, s'il y en a qui parlent arabe, vous pouvez me traduire cet arabe qui doit être dialectal, j'imagine, en langage comme ça. Voilà, parce que là, je ne peux pas lire. Alors, l'incivilité à dans la rue est une violence. Ouais, l'incivilité, les regards, une violence peut se trouver dans un regard, une violence peut se trouver dans une attitude. Tu traduiras l'arabe? D'accord, bah Iran, vas-y, remets-moi le prénom s'il te plaît, et puis la traduction, c'est bien que ça soit polyglotte, ces agoras philosophiques. Voilà, j'espère que ça fait peur de voir une langue comme ça que j'arrive pas du tout à détecter. Voilà. Donc merci de traduire. Donc on voit bien, trouver le verbe qui est le plus loin. La violence me hante, c'est proche de moi, proche de vous. Quel serait le verbe le plus loin, même le verbe contraire? La violence m'émerveille. Moi, la violence ne m'émerveille pas du tout. Voilà, donc voilà, si vous faites un débat en arabe, on n'est pas sorti. Là, les amis, mais je comprends, mais il faut vraiment qu'il y ait des traducteurs avec nous, quoi. Et c'est vrai que ma page, il y a beaucoup d'amis d'Algérie, du Maroc, puisque j'ai fait des tournées, salut Liliane, philosophiques là-bas, donc effectivement, voilà, bienvenue à vous, hein, mais voilà, il faudrait que je me mette à l'arabe. Écrit en arabe, je ne comprends pas. Ah bon, d'accord. Bon, je vous laisse vous occuper, les arabophones, pour qu'on puisse dialoguer tous ensemble. Phil, la violence m'amuse, bah voilà, c'est l'opposé de... Voilà, Phil, tu as compris l'exercice, la violence me défie et m'invite à la calmer. Oui, ça, tu es encore dans les vrais verbes. Le sujet, c'est ce que j'ai mis en description de ce live, le sujet, c'est qu'est-ce que la violence, hein, Liliane, je trouve que c'est un sujet important, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est l'ennemi au bonheur aujourd'hui, la violence. Je crois qu'en fait, on parle souvent du stress, on parle souvent des rapports humains qui ne sont pas loyaux, des trahisons, on parle souvent du pervers narcissique, une sorte de nouvelle catégorie de masculin aujourd'hui. Mais en fait, on ne parle que de violence. Ce qui nous fait du mal dans la vie, au bout du compte, c'est la violence. Et si on arrive à avoir une vie qui mettrait la violence, qui hante, qui détruit, qui ne détend pas, pour Michel, c'est bien le verbe détendre, alors on peut dire que c'est vraiment l'opposé de la violence, tu as tout à fait raison. Voilà. Dounia, celui qui a écrit en arabe, c'est irrespectueux de votre genre, nous fait honte, je n'ose même pas traduire cette vulgarité. D'accord. Bon, c'est pas grave. Non, non, merci Dounia, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fiche. Mais c'est intéressant sur le sujet. Le mec, il est violent, il voit ça. Je sais pas, il faudrait que toi qui m'as insulté et qui dois peut-être comprendre le français, va plus loin dans tes insultes parce que tu es au cœur du sujet. Tu es violent avec moi. Voilà. Donc est-ce que tu trouves que je suis violent avec toi? Est-ce que c'est une réaction? Mais on est au cœur du sujet, c'est passionnant. C'est le live, il faut prendre ce risque du live. Et puis les insultes, ce sont des insultes, ça va, c'est pas la fin du monde. Mais qu'est-ce qui te révulse dans l'exercice de dialoguer comme ça avec des gens? Qu'est-ce qui te révulse? Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est une position intellectuelle qui te dérange? Est-ce que c'est le fait que j'invite les gens à parler? Est-ce que c'est ma tête? Peut-être que ma tête ne te revient pas. Voilà. Est-ce que c'est des préjugés que tu as? Voilà. C'est très intéressant. Non, je veux qu'il reste ceux qui insultent en arabe. Là, c'est très très intéressant. Non-communication égale violence. Oui, mais tu vois, même la communication peut être violente. La non-communication est une violence effectivement fermée, une violence de non-dit. Elle peut détruire des vies, hein, cette non-communication-là. Elodie, la violence est une pulsion puérile et destructrice, voire déstructurante pour celui qui la reçoit, voire celui qui s'en décharge. Est-ce que celui qui exprime la violence se détruit dans l'acte de violence? C'est une vraie question. J'ai l'impression qu'on le dit souvent comme pour, pas pour l'excuser, mais pour dire finalement lui aussi subit la violence qu'il donne.
Ouais, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux et c'est cette sorte de logique qui arrive à quelque chose que je ne supporte pas aujourd'hui, c'est la confusion de la victime et du bourreau. Et on est aujourd'hui, et c'est extrêmement violent au niveau du dialogue intellectuel, c'est qu'aujourd'hui on est dans une immense confusion où les victimes sont traitées de bourreaux, les bourreaux sont traités de victimes ou s'auto-victimisent, et c'est insupportable. C'est une sorte de sophisme de l'époque, de plus que de post-vérité. Enfin, vraiment, c'est une sorte de fake news permanente. Le bourreau se dit je suis victime. C'est le loup et l'agneau. Hein. Le loup va manger l'agneau, mais le loup dit c'est ta faute, cher agneau. Et si c'est pas toi, parce que l'agneau argumente et essaie de mettre des mots, il dit mais non, tu vois, je te dérange pas, tu peux aller boire ailleurs. La source, je ne fais que me désaltérer dans l'onde claire. Et le loup dit oui, mais toi, les tiens, le groupe auquel tu appartiens, c'est-à-dire le groupe des humains, parce que l'agneau fait partie d'un troupeau dirigé par des bergers, et ils sont très vilains avec moi, ils me font du mal, ils lâchent les chiens sur moi, donc tu vas payer, il faut que je me venge. Le loup et l'agneau de La Fontaine, cette fable extraordinaire, exprime tout le problème de la violence, c'est que la violence, elle argumente. C'est pas de la non-communication. Quand quelqu'un vous fait la gueule, je vais revenir à vos messages, mais là, il faut que je parte un peu, sinon je vais faire que zapper. J'ai envie aussi d'aller en profondeur avec vous. Je vais quand même les lire. La violence au quotidien est lissée, banalisée. Attendez, je vais lire vos messages. Non, il faut que je reste avec vos messages. C'est ça qui est quand même passionnant dans l'exercice. C'est très subtil comme exercice parce que ça fait un an que je ne maîtrise toujours pas l'exercice. D'à la fois éclater la pensée parce que vous êtes super différents et donc il y a plein de choses, c'est super riche, et à la fois garder un fil. C'est la gymnastique de ces lives et c'est passionnant, mais voilà. Euh, donc on était où? Oui, je disais, la violence, comme dans Le Loup et l'Agneau, est une violence qui argumente sa propre violence. C'est peut-être ça le pire de la violence, et c'est peut-être ça qui signifie qu'on a affaire à de la violence, et pas affaire à de la bouderie, pas affaire à de la force négative, mais vraiment à de la violence. C'est que la violence, elle est auto-justificatrice. Bonsoir tout le monde, hein, je vous dis bonsoir. Elle explique pourquoi elle a raison, elle explique son bon droit. Une violence injuste, sinon c'est pas violent. Si c'est la justice, c'est autre chose. Donc la violence est une puissance d'injustice, mais une injustice qui veut passer pour de la justice, voire même de la vengeance, voire même un rétablissement de l'ordre normal des choses. Et toutes les agressions guerrières, depuis les invasions barbares jusqu'aux invasions d'ailleurs, aux conquêtes romaines, aux conquêtes impériales, jusqu'aux guerres mondiales, nous avons toujours la même logique, c'est-à-dire une violence qui se justifie. Et parfois, il y a des philosophes qui aident à justifier cette violence-là, qui disent mais oui, il faut passer par la violence, et parfois la violence est peut-être justifiable, en fait, elle est peut-être justifiable. C'est ça qui est très compliqué, c'est un problème philosophique que nous pose la violence. Et on peut partir du loup et de l'agneau, on peut partir d'une injustice dans une cour de récréation, parce que c'est là où quand même les choses se jouent dans le parcours de la vie d'une personne, et puis jusqu'aux violences géopolitiques, bien sûr, colonisation, exploitation, ingérence, euh, voilà, complot, etc. Ça existe aussi. Non-communication égale violence. Oui. Je prends vos messages. La non-communication, dit Liliane, est une tyrannie pour celui qui la vit. Ah oui, ça c'est horrible. Victime, bourreau, on cherche toujours un coupable. Et si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. C'est la phrase du loup dans Le Loup et l'Agneau de La Fontaine. Merci d'avoir partagé, les amis. Je vois qui partage et merci beaucoup. Hakim, la violence subie nous déchire et nous réduit. La violence qu'on affronte nous stimule et nous augmente. La violence subie, oui, nous déchire. La violence qu'on affronte. La violence, tu dirais, nous engage à l'affronter. Mais comment affronter la violence? Comment affronter cette injustice qui passe pour de la justice? Parce que je vois qu'on... salut Yves. Je vois qu'on avance dans la réflexion. Hein. La violence est une injustice qui se justifie comme étant le camp de la justice, et donc qui se pose toujours comme une vengeance, parce que c'est pas simplement de la justice, c'est une justice et une sentence de rétablir une soi-disant justice dans une injustice soi-disant subie. Vous comprenez, vous me suivez? Et donc il y a l'idée de, non seulement je suis juste, mais je vais me venger, mais je vais te faire le mal que tu m'as fait, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion par exemple, dont on sait qu'elle ne finit jamais.
Hein. On sait qu'elle traverse des générations et la loi du talion, c'est toujours une surenchère à plus de violence que l'autre, une accumulation de la violence. On a l'impression que la violence, elle n'a pas de fin. Parce que si je réponds à la violence par la violence, tu vas pouvoir légitimement me dire, bah, tu as été violent toi aussi, tu as joué mon jeu de violence. Tu as joué mon jeu, regarde, tu es violent. Le problème de la violence, c'est le point de départ de la spirale. D'ailleurs, on parle de spirale de la violence. Le problème de la violence, c'est que quelqu'un est violent, il m'insulte, et donc du coup, soit je m'écrase et je me laisse insulter, soit j'essaye d'argumenter, etc., mais par rapport à des insultes, évidemment, c'est un autre registre. Le registre rationnel et le registre pulsionnel, le registre de la raison et de la sagesse, le registre de la colère et des émotions irrationnelles. Soit je t'insulte aussi, ou je te donne un coup de poing. Et donc si je t'insulte et je te donne un coup de poing, du coup ton insulte de départ qui n'était qu'une insulte, du coup se trouve renforcée, et vous voyez ça. Donc le problème de la violence, c'est comment répondre à la violence. Parce que répondre à la violence, c'est à tous les coups rentrer dans une spirale crescendo de la violence. Et d'où les grandes sagesses, je pense, de toutes les religions et de toutes les sagesses, c'est ne réponds pas à la violence par la violence, grosso modo, que ce soit dans le judaïsme, dans l'islam ou dans le christianisme. On a toujours cette idée que tu ne dois pas répondre à la violence par la violence, sinon on n'en finit pas. Tu dois t'en remettre à une autorité supérieure, que ce soit celle de Dieu, que ce soit celle des juges, mais des juges impartiaux. Et donc on est dans cette logique de comment casser le cercle de la violence qui se met tout de suite en place. Et c'est ça qui est violent dans la violence, c'est qu'on est obligé d'être entraîné. La violence est poisseuse, on pourrait dire. Hein. On se laisse embourber dans la violence. La violence nous offense et on doit la laver. D'où le duel. Il y avait le système du duel au 19e siècle et même avant. C'est-à-dire qu'on m'a offensé, j'ai subi une violence, et donc je vais nettoyer l'affront, donc en affrontant la possibilité de tuer, qui est quand même pas rien, et la possibilité de mourir, qui est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'on va tout de suite à l'extrême. Un simple affront règle le problème pour pas que ça entre dans une spirale qui va... et c'était totalement accepté par les autorités de l'époque. Voilà. Je lis un peu vos messages. Le son est faiblard, je suis désolé. Ceux qui disent ça, en général, c'est un problème de leur propre smartphone, parce que normalement, le son est bon. Donc les autres, n'hésitez pas à communiquer entre vous pour les problèmes techniques. La violence se justifie toujours, dit Nathalie, à elle-même et crée une fracture. Oui, je suis d'accord avec cette notion de fracture. Et c'est une sorte même d'infraction. Ça rentre, c'est une fracture qui rentre en moi. Ça crée, tout d'un coup, l'autre me rend vulnérable. J'avais oublié cette vulnérabilité-là. J'avais oublié que je pouvais être atteint aussi profondément. Parce que la violence, elle n'est violence que quand elle n'a pas affaire à une toile cirée. C'est-à-dire quelqu'un de lisse, quelqu'un qui reste placide. Par exemple, ce qui s'est passé tout à l'heure, je me fais insulter dans une langue que je ne connais pas, je suis plutôt bienveillant sur la langue arabe, je dis c'est chouette, il y a des arabes, ça va être super. Et en langue arabe, d'autres arabes, enfin arabophones, me traduisent le truc, donc ils sont complètement avec moi, et disent non, je ne peux pas te dire, parce que c'est irrespectueux, c'est très intéressant. Mon cas n'est pas le cas d'école, c'est pas important. Mais vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que la seule façon de répondre à la violence, en tout cas si on y arrive, c'est la toile cirée, c'est-à-dire, bon, c'est pas grave. Mais ça veut dire que c'est pas tellement violent, finalement, des insultes en arabe avec quelqu'un qui sait même pas lire, c'est pas tellement violent, au bout du compte. Mais il y a des violences qui sont vraiment violentes. Et la violence vraiment violente, comment les différencier, ces différentes violences? La violence qui marche pas, c'est celle où je peux rester impassible. La violence qui marche, c'est celle qui forcément m'emporte dans la spirale. Forcément. Et il y en a qui sont extrêmement doués pour faire péter les plombs à l'autre en mimant qu'ils ne sont pas violents. Et la non-communication vient de là. C'est-à-dire, il n'y a pas mieux pour montrer que l'autre est méchant, alors qu'il ne l'est pas, que de lui faire péter les plombs sans montrer aux autres qu'on lui fait péter les plombs. C'est la violence du faible que critique Nietzsche. J'arrive à faire en sorte que le fort sort de ses gonds et sort de sa mesure. Et du coup, on entre dans cette spirale. Il n'y a pas que les individus violents, sauvages et bestiaux qui arrivent à provoquer la violence. Il y a plein d'individus avec douceur, bonhomie et mine de rien qui, de façon clandestine, secrète, le pervers narcissique, c'est ça. Tout le monde le prend pour un ange. Parce qu'en société, le pervers narcissique, tel qu'on le définit, c'est quelqu'un qui est aimable, qui ne montre pas du tout l'humiliation constante dans laquelle il plonge sa victime. C'est toujours en aparté. C'est pour ça que la meilleure arme pour le pervers narcissique, c'est le téléphone portable et filmer les scènes et enregistrer les scènes. C'est la seule arme. Et tout le monde a un téléphone portable capable de filmer. Et donc, parce qu'il faut vraiment prouver aux autres ce que l'on vit,
Alors que quand on est en société, il cache tout ça, il montre même qu'il est victime. Et ce qu'il dit aux autres, c'est oh, tu peux pas savoir, je souffre avec cette personne, elle a l'air gentille comme ça, mais elle m'agresse, elle me castre, elle m'humilie. Et donc, vraiment, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Le téléphone portable pour témoigner de façon objective de voilà, il y a une discussion qui dure 10 minutes, dis-moi voilà comment ça fonctionne en fait quand toi, mon meilleur ami, tu n'es pas là, etc. Par manque de vocabulaire, le verbe contre la barbarie. Ouais, je connais ça, Léa. C'est bien ce que tu dis. C'est une thèse qui est connue, hein, l'idée que l'absence de mots provoque la colère. Moi, je ne crois pas à cette thèse. C'est la thèse de Bentolila, Alain Bentolila, un linguiste. Il y en a plein d'autres hein, qui disent ça. Mais je ne crois pas à cette thèse. Je crois pas du tout que. D'abord, je ne crois pas qu'on manque de vocabulaire. Je crois que ça n'existe pas. Je crois que c'est une vision élitiste très 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 méprisante envers le peuple, le peuple populaire, le vrai peuple, les vrais gens comme dirait l'autre, et qui consiste à dire que y a des gens, ils manquent de vocabulaire. Je crois que c'est totalement faux. Le but c'est pas la quantité de vocabulaire, le but c'est de pouvoir exprimer tout. Et je crois que les gens peuvent exprimer quasiment tout. Alors après, ils ont peut-être des freins psychologiques, des inhibitions psychologiques. Mais quand quelqu'un veut dire quelque chose, s'il maîtrise la langue, il peut le dire. Bon, il n'utilisera peut-être pas le mot exquis ou le mot succulent, il dira c'est trop bon, mais tout le monde comprendra ce qu'il veut dire. Voilà, donc déjà je ne crois pas qu'il y a un manque de vocabulaire. Le violent qui frappe sur quelqu'un, il insulte et il a beaucoup de vocabulaire. Et quand on lui dit pourquoi tu as fait ça, s'il ne le dit pas, c'est pas parce qu'il manque de vocabulaire. C'est une vision complètement bestiale de l'être humain. Oh, j'arrive pas à parler. Boum, boum, boum. Voilà, non, c'est complètement n'importe quoi. Il n'y a plus de Cro-Magnon aujourd'hui. Le mec qui parle pas et qui reste avec cette violence intérieure, c'est quelqu'un qui a un problème psychologique. C'est de l'ordre de la psychologie, c'est pas de l'ordre des mots. Comme si il parle pas, il n'a pas de mots. C'est une vision ridicule en fait. C'est ridicule. Enfin, Léa, je ne te critique pas. Hein. Je parle vraiment d'une thèse répandue dans l'élite, version un peu, voilà, nouvel observateur, tout ça, bonne conscience de gauche. Les sauvageons, hein, les violents faciles, c'est ceux, alors qu'en fait c'est les exploités de la société, c'est les exclus du système. Ça fout les boules d'être exclus du système. Mais voilà, ils parlent mal, ils parlent pas comme on parle dans la bourgeoisie éclairée. Donc il y a ce côté très méprisant, très macronien. Hein. Et évidemment, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et en plus, je dirais, non seulement il n'y a pas une absence de vocabulaire, mais en plus, la vraie violence, est-ce que c'est le mec qui tout de suite est pas content et frappe, ou est-ce que c'est le mec qui va intriguer de façon subtile, faire des billards à trois bandes, des coups pas possibles, pour, par haine envers l'autre, le briser véritablement. Alors, le mec qui vous met un coup de poing sur la figure, au moins, voilà, il vous aime pas, il vous frappe. Bon, quelque part, est-ce que c'est pas plus sain que la personne qui vous aime et qui fait semblant de travailler avec vous dans une hypocrisie totale et qui vous manipule totalement pour finalement que sa carrière écrase la vôtre. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un coup de poing sur la figure? Au moins les choses sont clairement mises sur la table. Bon, ça picote un peu, hein, mais bon, au moins c'est clair. Donc voilà, il y a différentes violences. Il y a la violence physique, il y a la violence verbale, la violence manipulatoire. Elle prend toutes les formes. Mais le but, vous avez raison, c'est de briser, de hanter, de détruire. Le but, c'est de détruire et d'empêcher à l'autre le lâcher-prise, d'empêcher à l'autre le bonheur, d'empêcher à l'autre la coulée vers la simplicité de vivre. Toute violence veut tuer la dolce vita de l'autre, la dolce vita. L'ennemi de la violence, c'est la dolce vita, c'est-à-dire c'est une vie sociale agréable où on savoure la vie, on savoure l'existence, on savoure les bons plats, les belles femmes, les beaux hommes, les beaux arbres, la beauté qui nous environne, on l'absorbe dans une sorte d'insouciance légère, celle de l'enfant. La violence brise l'insouciance. La violence brise l'insouciance. Donc voilà, Léa, tu vois, je suis parti loin, mais c'est important qu'on puisse aussi partir. Serait-elle mise à jour? File la violence ordinaire entre les gens occulte le potentiel humain. Dorine, Goliath est violent alors que David est non violent. Et puis il y en a un qui se défend. Oui, il y a cette idée très intéressante. Élodie, quelle est l'utilité de la violence dans ce cas? A-t-elle une fonction? Alors dans ce genre de questions, j'ai pas de délai. Là j'ai un peu de délai, donc je ne sais plus de quoi on parle. Il y a toujours du mépris dans la violence? Non. En plus que du mépris c'est encore gentil. Je pense qu'il y a vraiment une volonté un désir même. C'est même pas une volonté, c'est un désir d'empêcher l'autre, de mettre l'autre en mode de survie, c'est-à-dire de lui empêcher le bonheur, tout simplement. Le violent cherche à tuer le bonheur. C'est pour ça que je vous dis, quand on se plaint de ne pas être heureux, c'est qu'on subit de la violence.
Et plutôt que de s'exciter sur le bonheur, à savoir ce qu'est le bonheur, à savoir comment obtenir le bien-être, faut-il faire ci, faire ça, mieux vaut s'intéresser à la violence. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une immense entourloupe où on nous obsède par le bonheur qu'on n'arrive pas à atteindre, la dolce vita qu'on n'arrive pas à faire, le nous social qu'on n'arrive pas à mettre en place, alors qu'en fait, on devrait s'interroger tous ensemble sur ce qu'on fait aujourd'hui, la violence. Le bonheur, il est dans la dolce vita, le bonheur, il est là. Quand vous êtes dans la dolce vita, quand la vie est facile, insouciante, légère, les amitiés sont profondes tout de suite, vous avez des coups de foudre quand vous vous promenez dans la... Le coup de foudre à la vie que permet la dolce vita, ce que j'appelle l'onde de charme, l'onde de l'enchantement, eh bien, la violence nous rend imperméables à l'onde de charme. Elle n'entre plus, elle ne sort plus. Et plutôt que de s'exciter à vouloir le bonheur, on devrait s'exciter à essayer de dissoudre la violence et à essayer de comprendre d'où elle vient structurellement, comment ça se fait que dans la ville, il y a autant de violence, comment ça se fait que dans la journée que vous venez de passer, bah vous avez vécu, vous avez croisé de la violence. Je ne sais pas, racontez-moi, est-ce que c'est votre cas? Quel est l'événement pour vous aujourd'hui qui a été le plus violent pour vous? Voilà. Si vous n'en avez pas, vous avez vécu une journée de dolce vita et grand bien vous fasse. Mais peut-être que vous avez croisé un événement violent. J'aimerais bien qu'il y ait plusieurs exemples là, de la journée. Prenez pas hier, prenez aujourd'hui. De ce mardi-là, quels sont les éléments de violence, l'élément de violence le pire que vous avez vécu dans cette journée? Ça peut être d'ailleurs assez anecdotique et cocasse, mais profitons-en. Pendant que vous écrivez ça, soit tu es le Dalai Lama, voilà. Peut-on vraiment répondre à la violence? Très bonne question. Si possible, s'éloigner, si possible, mais voilà, la violence, elle est là et elle se rappelle à notre bon souvenir. Ce que vise la violence, c'est la présence de l'autre. Le but est que l'autre soit présent, mais pas qu'il n'ait plus de présence, qu'il ne rayonne plus, qu'il n'ait plus cette amplitude existentielle, cette diffusion de lui-même, et qu'il soit en contrôle de lui. Dans la violence, on a une crispation, une froideur, on est en défense, on est en survie, on sort les armes, c'est ça la violence. Et des pays qui ont vécu des grandes vagues de violence, on parlait d'Algérie, donc la décennie noire en Algérie, et c'est très important d'en parler, de tout ce qui s'est passé. C'est plus qu'un traumatisme, c'est-à-dire que pendant 10 ans, il y a eu cette angoisse d'un bonheur absolument impossible, puisqu'on pouvait être assassiné au coin de la rue. Et donc, c'est un traumatisme, quand je parle à mes amis algériens, extrême, parce que la vie, en fait, n'a pas le goût de la vie. La vie cesse d'être vivante, en fait. On vit, mais en fait, on survit. On est dans un mode de survie et d'angoisse permanente. Donc, effectivement, et là, s'éloigner, qu'est-ce que ça veut dire s'éloigner? Il y en a qui arrivent à s'éloigner, mais c'est compliqué quand vous avez votre famille prise dans cette violence sociale, ce délire où des frères s'entretuent. C'est très compliqué l'éloignement. Alors l'éloignement est un luxe énorme par rapport à la violence. Mais quand c'est la violence d'une ville, quand c'est la violence de votre travail, quand vous allez au travail et que vous devez donc gagner votre vie et que dans cet univers de travail vous avez des fous furieux, quoi, des violents extrêmes. Et aujourd'hui, je remarque que la mode est toujours à la glorification de la violence. Alors ils appellent ça les barbares. Ils disent on est des barbares, on va disrupter l'économie. On va arriver, on va tout détruire, on va tout faire péter à la Uber. Uber est le modèle aujourd'hui, ça c'est vraiment l'ère macronienne. Uber, quand vous entendez les spécialistes de l'entreprise, les conférenciers que je croise bien sûr, ouais, ils sont tous absolument ébahis par Elon Musk, par Uber. C'est formidable, disruption, on est des barbares, on va tout exploser, on va tout déréguler. Mais c'est une violence absolue. Le barbare, c'est un violent. Les barbares non violents, ça serait intéressant de réfléchir, mais ils ne sont pas du tout non violents. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de... Elon Musk bosse avec Trump aujourd'hui. Donc on en fait un modèle de génie, etc., visionnaire, mais c'est juste un mec qui politiquement n'a pas, à mon avis, une boussole bien construite, le bonhomme. Et qui sert la violence. Qui sert la violence étatique, qui sert la violence des propos, qui est au service de la violence. Donc au nom de la disruption, si vous avez cette idée qu'on va innover et casser tout en innovant, et on est des barbares, je demanderais aux barbares de faire un peu une psychanalyse sur leur barbaritude, sur leur barbarité, parce qu'en fait, être barbare, c'est pas spécialement génial. Il y a le côté un peu clandestin, on est contre l'Empire, un peu comme Macron pouvait dire, on est contre le système, ni gauche ni droite, mais une fois que ça s'installe, une fois que c'est là, ça participe de l'Empire à 100%. C'est juste un habillage subversif
sur des mesures qui sont des mesures de destruction sociale extrême. Donc vivre dans un monde de barbares, c'est pas du tout ce que je nous souhaite. Pas du tout ce que je nous souhaite. Moi, je veux la dolce vita. Je veux un vivre ensemble dans la dignité, comme dit mon maître Fatih Triki, philosophe tunisien, auquel j'ai préfacé d'ailleurs son prochain livre. J'ai eu beaucoup de plaisir à préfacer son magnifique livre, Vivre ensemble, hein, vouloir vivre. Vouloir vivre. Donc on est dans ça, on est dans l'idée que la violence, c'est l'impossibilité du vivre ensemble. Alors on en fait quelque chose aujourd'hui du vivre ensemble, de quelque chose de niais, de bien pensant, mais en fait c'est fondamental. Si le vivre ensemble, c'est vivre ensemble dans la dignité et sans violence, c'est vivre dans la dolce vita, que tout le monde se sente à sa place et donne du sens à son métier, à ses amours, à la vie autour de lui, ce serait le bonheur. Et on veut ce bonheur-là. Frédéric, point de débat, oui. Lorsqu'un enfant me dit « c'est lui qui a commencé », je lui réponds que c'est le premier qui arrête qui est le plus fort. Ça l'étonne. Très très beau, Frédéric, toi qui travailles avec des enfants, c'est magnifique. C'est le premier qui arrête qui est le plus fort. Et ça, c'est toutes les grandes leçons de sagesse universelle. C'est le premier qui arrête qui est le plus fort. Magnifique. Hakim, la violence n'a de justification que si elle détruit elle-même, que si elle ne permet plus sa prolifération. Ah, j'ai du mal à te suivre. La violence, je comprends pas. La violence n'a de justification que si elle se détruit elle-même. Je comprends pas. Alors, tu dis qu'on a raison d'être violent que si elle. Ah oui, je comprends. Non, c'est très profond, Hakim. Bravo, très bien. Je comprends. Tu dis en fait qu'on a le droit d'être violent que si après cet acte de violence, il n'y a plus de violence. Ça peut être détruire l'autre. Hein. Ce que tu proposes là, ça peut être annihiler l'autre. Quand l'autre est mort. Je suis bien, la haine a été jusqu'au bout, jusqu'au meurtre de l'autre, et il n'y a plus de prolifération. Voilà, donc méfie-toi, à revoir, mais tu tiens quelque chose. Je me demande s'il n'y a pas une autre façon de répondre à la violence que la violence, en fait. Alors l'amour, bon, il y en a qui nous donnent ces conseils de tendre l'autre joue, et voilà, mais bon, c'est un peu compliqué. Quand il y a vraiment de l'injustice, quand vous vivez dans un pays où il y a du totalitarisme, ou du communisme soviétique, vous subissez une violence extrême. Comment répondre à cette violence-là par autre chose? Les Zinoviev et d'autres ont répondu par des livres, ont répondu par du témoignage, ont répondu par la philosophie, au sens de production culturelle qui déjoue les arcanes de la violence. J'ai l'impression que c'est quand même ça la solution. J'ai l'impression que la véritable philosophie, la véritable interrogation sur l'ombilique de la violence, les racines de la violence, ce que tu dis, Frédéric, en disant c'est le premier qui arrête qui est le plus fort, c'est extrêmement philosophique. Extrêmement philosophique. Ça fait réfléchir, ça l'étonne, tu dis. L'étonnement, tu sais bien, est le point de départ de la philosophie. Donc, quelqu'un qui est violent, un gamin qui est violent et qui dit c'est lui qui a commencé, tu lui proposes de s'étonner. Et à partir de s'étonner, de cet étonnement de dire c'est le premier qui s'arrête, tu dis ça l'étonne, forcément ça veut dire ça le fait réfléchir, ça le fait s'interroger, ça le fait réfléchir au sens presque, je dirais, d'un miroir. Il se voit en train d'être avalé par la spirale de la violence. Ça le fait réfléchir. Et donc, quelque part, tu provoques la réflexion dans ce qui n'était qu'une spirale de je te donne un coup, tu me donnes un coup, je te donne un coup, tu me donnes un coup, et en attendant que le premier qui pleure et qui se plaint à maman. Et quand il n'y a plus de maman, on fait quoi? La violence morale du pervers, dit Anne. Elsa, pervers narcissique égale pléonasme, pervers tout court. Très bien, merci de préciser. Anne, violence morale contre violence physique. Les deux, hélas, sont extrêmement liés. Hein. Une violence physique, c'est aussi une violence morale et vice-versa. Quand vous avez une blessure morale, elle est extrêmement physique. Elle peut même tomber dans des pathologies somatiques graves. Les mots pour le dire, magnifique livre, effectivement. Il faut se méfier du pervers, le pervers du verbe, le perverbe. Ah, c'est bien, Cyril, tu inventes un très joli mot d'inspiration lacanienne. Hein. Le perverbe. J'aime bien, j'aime beaucoup le perverbe. Léa, excuse-moi, Léa. Vocabulaire pour exprimer ses émotions dans un cas difficile. Elsa, distinguer la violence pulsionnelle de la violence calculée du bourreau. Ouais, les violences. Ouais, effectivement, il y a des violences réactives et il y a des violences. Est-ce que c'est de la violence réactive? Oui, c'est de la violence. Ça brise, ça hante. Mais encore une fois, c'est le coup de poing, l'exemple du coup de poing. Hein. Est-ce que c'est pas autre chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un autre mot? Dans les cas de violence conjugale, les deux formes de violence existent. Élodie, violence verbale, physique, psychologique, plusieurs degrés de manifestation.
Quel est l'écart de perception entre une violence quotidienne et une barbarie guerrière? L'impact peut-il être le même sur un être? Je lis un peu vos questions pour qu'on puisse reprendre cette discussion un tout petit peu. De la haine à la violence, Phil, qui n'ont accès qu'à certaines émotions, ils sont dangereux. Stéphanette, en quoi la violence de fiction, film, jeux vidéo, impacte le passage à l'acte violent dans la vie réelle selon toi? Ça, c'est la vraie question qui fait toujours polémique quand il y a des crimes de jeunes notamment. On dit qu'ils ont été influencés, avant on disait par des livres, hein. L'assassin de John Lennon, on disait, Chapman il s'appelait, on disait que c'était Salinger, l'attrape-cœur de Salinger, un livre qui lui avait retourné le cerveau. On a dit que c'était parce qu'il faisait partie des jeunesses chrétiennes. Voilà. Et à chaque fois on trouve des explications. Et aujourd'hui on aurait dit il jouait je sais pas, à GTA ou à des jeux vidéo violents. Moi j'ai l'impression que le violent qui veut cultiver sa violence utilise tous les éléments de culture pour nourrir sa violence. Et donc c'est parce qu'il est violent qu'il va manger du GTA d'une certaine façon, qu'il va voir des films violents d'une certaine façon, comme Tueur Né qui avait fait la polémique à l'époque. Alors que quelqu'un qui est clair avec sa non-violence, avec l'idée que le but de la vie c'est la dolce vita, je pense que même quand il joue à des jeux violents, il fait vraiment la part des choses. J'ai l'impression qu'on inverse la cause et l'effet. J'ai l'impression que le violent consomme les éléments de violence qui sont autour de nous en disant ça augmente, ça nourrit, ça légitime, ça me donne des arguments. Le non-violent peut consommer des éléments de violence, mais comme un spectacle, avec la distance de la comédie. Et je crois peut-être que c'est ça la violence, et on va plus loin là. Peut-être que la violence, c'est la destruction de la comédie. Peut-être que la violence, c'est l'impossibilité de la comédie. L'impossibilité d'avoir cette distance et ce second degré. La violence, c'est un premier degré mis à tous les éléments du monde qui perturbent ma volonté de posséder, ma soif de conquête, mon envie de m'agrandir, mon envie de m'épanouir au détriment de l'autre. Et au bout du compte, peut-être que la plus grande arme face à la violence, c'est l'humour. L'humour, c'est la comédie. L'humour qui va dégonfler les égos démesurés et qui va gonfler les égos ratatinés. L'humour qui est une sorte de justice instinctive des peuples. Et tous les peuples qui ont vécu la violence, toutes les diasporas ont cultivé une forme d'humour, de résistance qui permettait de regarder le bourreau dans les yeux, qui permettait jusqu'à l'échafaud, en étant condamné de façon injuste, de rester digne. Je crois vraiment que cette idée d'une violence qui est l'impossibilité de la comédie, une sorte de mise en technicité de l'impossibilité de la comédie, parce que toute violence est technique, il y a quelque chose de très technique dans la violence. Dans la violence, on calcule ses effets, dans la violence, on essaie de léser l'autre, de léser l'intégrité de l'autre, avec des techniques de manipulation, des techniques étatiques, des techniques d'interrogatoire, des techniques de faire mal à l'autre. Et dans la comédie, il n'y a plus de technique. On dépasse tout ça. Et vraiment, je crois vraiment que la violence, c'est une sorte de trou noir où l'humour est absorbé. Ce que ne supporte pas l'individu violent quand il veut léser l'autre, c'est le rire de l'autre. La toile cirée dont je parlais, c'est le rire, la décontraction. C'est afficher la dolce vita, c'est afficher l'humour absolument increvable, même jusqu'à la mort. C'est ça la dolce vita. J'aime bien ce concept concret comme ça ensemble. La dolce vita, c'est vivre la vie avec un sourire aux lèvres et du rire dans le regard. Ce que j'appelle l'onde de charme, précisément l'onde de charme. L'onde de charme est une onde contagieuse, c'est là où il y a de l'espoir, de lâcher prise où on met en humour toutes les choses sérieuses du monde. Une respiration fondamentale, un amusement, la violence m'amuse qui était le contraire, un amusement réel. Découvrir que l'on puisse t'insulter sur Facebook. Non, je ne le découvre pas, je réfléchis sur le fait, Xav. Donc je ne le découvre pas. Je ne suis pas naïf, Xav. Si tu crois que je suis un benet naïf, je ne suis pas naïf. Voilà. Maintenant, si tu crois que je suis naïf, on peut discuter. Et voilà. Donc non, je ne découvre pas qu'on peut m'insulter sur Facebook. Et je dirais même ce que tu me dis là, c'est presque plus insultant, mais je t'en veux pas, hein, qu'un mec arabe qui dit fils de pute, enculé de ta race. C'est même plus insultant de croire que je puisse découvrir que l'on puisse m'insulter sur Facebook. C'est un risque que je prends. Un risque que je prends. Et j'adore, et vous le prenez avec moi, puisque vous participez la plupart en votre nom. Et donc on est courageux tous à réfléchir en plus sur des thèmes comme la violence. La violence efface l'autre, le nie, il ne peut plus exister. Peut-être que c'est bien ce que tu dis Nathalie, et je dirais, et peut-être que exister malgré tout, c'est sourire, quoi. C'est sourire. C'est rester dans un vrai sourire, pas un sourire faux, évidemment crispé, factice, mais un véritable sourire. Garder le sourire parce qu'on a
Mais c'est énorme de garder le sourire dans l'adversité, face au crachat, face aux insultes, face au mépris, face aux coups. C'est extrêmement dur de produire un vrai sourire face à ça. Il n'y a que la comédie, il n'y a que l'humour, il n'y a que des ressources profondes de sagesse, de philosophie intérieure pour pouvoir sourire, comme Socrate qui devait presque sourire quand il devait boire la ciguë dans cette époque ultra violente qu'était Athènes au temps de Socrate, où il y avait plus de 300 procès en une année, où c'était la guerre civile, enfin c'est extrêmement violent. On nous présente ça de façon édulcorée, mais c'est extrêmement violent, Athènes à l'époque. Et donc, philosopher dans cet univers de violence, c'est l'humour, c'est la comédie, c'est la dolce vita. C'est imposer la puissance de la dolce vita, de la vie douce, de la vie d'onde de charme, dans un univers de choc. Je crois qu'on a avancé, mes amis. Alors, vous participez énormément. Je ne peux pas tout lire. Hakim, la vie est violente. Le bébé qui naît pleure sa première respiration. La douceur n'a de sens que parce que la violence existe. Ah, tu nous fais le coup du Tao, là. En ce qui concerne la vengeance dans les rapports humains, c'est une faiblesse imbécile qui poursuit n'importe qui. Imaginez juste l'impossible. Intéressant. Mon chat n'a pas le sens de l'humour, il est violent. On dit même que les chats sont psychotiques. Je ne sais pas si tu as lu cette étude. S'ils ne t'attaquent pas, les chats, c'est parce qu'ils te pensent comme un chat un peu plus gros qu'eux. Hein. Donc c'est assez amusant. Oui, les chats sont violents. Pour moi, les chats sont violents. Je sais que ça va faire hurler la moitié là, qui sont aficionados des chats. Mais pour moi, les chats, d'ailleurs, c'est ce qui fascine chez les chats, c'est qu'il y a une violence. Mais après, ça ronronne, c'est doux, c'est plein. Mais c'est pas l'amour du chien. Alors, le chien peut être violent, mais il n'est pas violent, le chien d'ailleurs. Il est méchant. Il peut être agressif, il peut avoir peur. Et le chat, bon, on va pas entrer dans l'animalerie philosophique. Mes amis, vous avez vraiment bien participé. Je vous remercie, c'était passionnant. Je veux pas vraiment faire une heure, donc je veux m'arrêter là. Je vais juste vous lire un extrait de Hannah Arendt. Je lisais ça, c'est ce qui a suscité d'ailleurs ce live, cet Agora Vidéo Live, du mensonge à la violence, tout un programme, hein, du mensonge à la violence, Hannah Arendt, et voilà ce qu'elle dit, on va terminer un peu en lecture, ça va nous faire méditer. Je vais lire tous vos commentaires hein, quand j'arrête la vidéo, donc n'hésitez pas à poursuivre ce débat passionnant, et puis tous les jours, quand je peux, à 22h, on a notre rendez-vous philosophique, voilà. Donc, quand je peux, hein, je vous préviendrai au dernier moment. Donc, soyez toujours un peu vigilants autour de 22h. Voyez s'il n'y a pas un message qui vient d'être posté et voyez s'il n'y a pas une vidéo. Mais j'essaie de maintenir ça. L'action violente, écrit Hannah Arendt, l'action violente est elle-même inséparable du complexe des moyens et des fins, dont la principale caractéristique, s'agissant de l'action de l'homme, a toujours été que les moyens tendent à prendre une importance disproportionnée par rapport à la fin qui doit les justifier et qui, à leur défaut, ne peut être atteinte. Donc la violence, c'est plus de moyens par rapport à la fin visée, une disproportion des moyens mis en œuvre. Du fait qu'il est impossible de prédire valablement quelle peut être la fin d'une action humaine, en tant qu'entité distincte des moyens de sa réalisation, les moyens que l'on utilise pour atteindre des objectifs politiques revêtent le plus souvent une importance plus grande pour la construction d'un monde futur que les objectifs poursuivis. Tout d'un coup, on accorde plus d'importance aux moyens qu'aux finalités poursuivies. En outre, alors que les hommes s'avèrent incapables de contrôler les conséquences de leurs actions, un surcroît d'arbitraire est inséparable de la violence elle-même. On n'a pas trop analysé ça, l'arbitraire de la violence, qui n'est pas justifiée. Elle se justifie parce qu'elle est arbitraire. Merci Anna pour ce coup-là. Nulle part la bonne ou la mauvaise fortune n'a pour les hommes de plus fatales conséquences que sur un champ de bataille. Et il ne suffit pas de qualifier de fait dû au hasard tel événement et d'en dénoncer les éléments suspects d'un point de vue scientifique pour éviter l'intrusion de l'inattendu sous sa forme la plus radicale, pas plus qu'il ne pourra suffire pour l'éliminer de la théorie des jeux, des scénarios, simulations et autres techniques du même genre. Donc c'est arbitraire, il y a du hasard. Et plus il y a de violence, plus on laisse le hasard, l'inattendu, rentrer dans nos vies. Et le hasard pas sympathique, hein, pour le coup. En cette matière, il n'existe pas de certitude, pas même une certitude absolue de la destruction finale dans des circonstances données. Le fait même que ceux qui se sont efforcés de perfectionner les moyens de destruction aient réussi à leur faire atteindre un niveau de perfection technique tel que la puissance de ces moyens est sur le point de conduire à l'élimination de l'objectif poursuivi,
c'est-à-dire des opérations de guerre, peut nous rappeler ironiquement cet élément d'imprévisibilité totale que nous rencontrons à l'instant où nous approchons du domaine de la violence. Imprévisibilité totale. Si la guerre est encore présente, ce n'est pas qu'il se trouve au fond de l'espèce humaine une secrète aspiration à la mort, non plus qu'un irrépressible instinct d'agression. Ce n'est même pas, ce qui serait plus plausible en fin de compte, le fait que le désarmement puisse présenter d'un point de vue économique et social de très sérieux inconvénients. Cela provient tout simplement, le fait qu'il y ait de la violence encore dans l'être humain, du fait qu'on n'a pas encore vu apparaître sur la scène politique d'instances capables de se substituer à cet arbitre suprême des conflits internationaux. La violence, arbitre suprême des conflits internationaux. Et on n'a rien vu d'autre pour justifier la paix que cette chose-là. Il est improbable que ce nouvel arbitre apparaisse tant que l'indépendance nationale, à savoir l'absence de toute domination étrangère, sera inséparable de la souveraineté de l'État, c'est-à-dire de la volonté d'exercer dans le domaine international un pouvoir sans limite et sans contrôle. C'est un texte très profond, hein, mais si vous en avez saisi quelques bribes déjà, c'est très bien. Moi, j'ai dû le relire plusieurs fois pour m'imprégner de ce texte. Donc, Du mensonge à la violence, un texte peu connu de Hannah Arendt. Voilà, on retient de cette discussion que la violence est une puissance d'arbitraire qui vise à nier la possibilité du sourire et que lui résister, c'est de redonner du sens par la philosophie, de sortir de l'arbitraire et de redonner du contenu par une attitude qui n'en démord pas de rêver, n'en démord pas d'espérer, n'en démord pas de dialoguer, de fraterniser dans ce monde de brutes. Voilà, c'était quelques petites minutes, j'espère, de bonheur dans ce monde de brutes. Pensez à vos journées, pensez à demain, voyez comment vous êtes confrontés aux violences de demain et nourrissez le débat en commentant sur la page et en partageant cette vidéo qui sera aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment, c'était génial, merci à tous et rendez-vous peut-être demain à 22 h ou en tout cas régulièrement à 22 h pour notre Blur is the New Black, notre flou addictif et dialoguant ensemble. Merci beaucoup, portez-vous bien. À bientôt.